garçon galope par la forêt. Il en arrive dans une plaine où coule une rivière large plus que d'un jet d'arbalète. Dans le cours de cette rivière, toutes les eaux se sont jetées. Par là, il se dirige, traversant une prairie, mais dans l'eau, il n'entre pas, car il la reconnaît trop sombre et trop profonde, et d'un courant plus rapide que courant de Loire. Il longe la rivière, et de l'autre côté, aperçoit une colline baignée par la rivière et portant un château très riche et très fort, dont les tours semblent naître du roc lui-même. Une haute et forte tour s'élève au milieu du château, et il voit une barbacane commandant l'estuaire où les flots de la rivière se jettent en combattant dans ceux de la mer. Aux quatre coins de la muraille, construite de gros blocs de pierre, se dressent 4 tours basses mais de belle allure. C'est un beau château, bien planté et bien disposé en dedans. Devant un châtelet rond, un pont de pierre enjambe la rivière, maçonné à chaux et à sable. Au milieu du pont encore, une tour d'où se détache un pont-levis, agencé de telle sorte qu'il est un pont le jour et la nuit porte close. Le garçon vers le pont chevauche. Il y rencontre un prud'homme vêtu d'une robe pourprine qui se promenait, l'attendant. Par contenance, il tenait une badine. Près de lui, 2 valets qui ne portaient pas de manteau. Le garçon, ayant bien retenu ce qu'on lui avait enseigné, le salue en disant « Sire, ainsi m'enseigna ma mère. »« Dieu te bénisse, beau-frère, » dit le prud'homme qui l'a reconnu naïf et sot. « Dis-moi, d'où viens-tu ?»« D'où ? De la cour du roi Arthur. » « Qui faisais-tu ?»« Le roi m'y a fait chevalier. Dieu lui donne bonne aventure. »« Chevalier ? Je ne pensais pas qu'en ces temps-ci il se souvint de chevalerie, mais qu'il avait tout autre chose à faire qu'à adouber un chevalier. Dis-moi, gentil frère, cette armure, qui te la donna ? C'est le roi. Mais comment te la donna-t-il ? Le garçon lui conte tout ce que vous connaissez. Il serait oiseux de recommencer de le dire. Le prud'homme lui demande alors ce qu'il sait faire de son cheval. « Je le fais courir comme je veux et où je veux, comme auparavant mon cheval de chasse que j'avais amené de chez ma mère. »« Et de vos armes, que savez-vous faire ?»« Les vêtir et m'en dévêtir, comme me montra celui qui m'en arma après en avoir dépouillé le chevalier mort. Elles me paraissent si légères qu'elles ne me gênent en rien. »« Tout est donc bien. Mais dites-moi, pour quel besoin êtes-vous venu ici ?»« Sire, ma mère m'enseigna que j'allasse vers les prud'hommes, que j'écoute ce qu'ils disent, car grand profit j'y trouverai. »« Beau-frère, bénie soit votre mère, car elle vous donna bon conseil. Me voulez-vous rien dire de plus ?»« Si. »« Et quoi ?»« Que vous m'hébergiez aujourd'hui. »« Très volontiers, mais à condition que vous me consentiez un don qui pourrait vous être grand bien. »« Lequel ? » ?»« Vous croirez le conseil de votre mère et le mien. »« Sur ma foi, c'est chose entendue. »« Descendez donc. » Et il descend. Un des valets prend son cheval, l'autre le dévêt de ses armes. Le voilà donc en grosse braie, lourd brodequin et côte de cerf mal taillée que sa mère lui a donnée. Le prud'homme se fait chausser les éperons, monte sur le cheval, pend l'écu au col par la guiche, saisit la lance et dit « Bel ami, apprenez maintenant les armes, et prenez garde comme on doit la lance tenir, comme on fait aller son cheval et le retient. » Alors il déploie son enseigne, montre au garçon comment on doit tenir l'écu. Un peu le laisse en avant pendre à toucher le cou du cheval, met la lance sur feutre et pique son coursier qui vaut bien 100 marcs, car c'est cheval de qualité. Le prud'homme savait très bien mener le cheval, manier l'écu et la lance, car l'avait appris dès l'enfance. Tout ceci plaît fort au garçon, qui souhaite aussi bien faire. Quand le seigneur a bien galopé, il revient vers son élève, lance levée. « Ami, dit-il, voulez-vous jouter comme moi avec la lance, avec l'écu, et bien tenir votre cheval ?» L'autre répond tout aussitôt qu'il ne vivra un jour de plus qu'il ne sache jouter ainsi. « On peut toujours apprendre ce qu'on veut, dit le chevalier, pourvu qu'on y travaille. Tout métier exige et cœur et peine. Il n'y a honte à ne savoir faire ce qu'on n'a pas appris, ni vu pratiquer par quelque autre. »
Le Gallois monte à son tour, sitôt portant si adroitement sa lance et son écu qu'on l'aurait cru avoir passé ses jours dans les guerres et les tournois, un vrai coureur et de bataille et d'aventure. La chose était dans sa nature. Si se joignent nature et cœur, alors plus rien n'est difficile. Quand le garçon a bien jouté, il revient devant le prud'homme qui a grand plaisir à le voir jouter ainsi et arriver lance levée comme on le lui avait montré. Il demande « Sire, ai-je bien fait? Croyez-vous que je réussisse en y mettant de ma peine? J'ai grande envie de faire comme vous tout ce que mes yeux vous ont vu faire. » « Ami, fait le prud'homme, si vous avez le cœur, vous saurez ce qu'il faut savoir. Ce n'est nul doute. » Le prud'homme monte par 3 fois, et par 3 fois le fait monter. Après la 3e fois, il lui dit « Ami, que feriez-vous si vous faisiez rencontre d'un chevalier qui vous frappait? Je le frapperais aussi. Et si votre lance se brisait? Je courrais su et frapperais des poings, que faire d'autre? Ami, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quoi donc alors? Et pourquoi donc? Il faut requérir à l'épée. Il fiche sa lance en terre, met la main à l'épée. Il dit « Ami, défendez-vous ainsi devant l'attaque. » Et il répond « Que Dieu me sauve, nul n'en sait autant que moi. À toutes les sortes de cibles chez ma mère, tant j'en appris que bien souvent j'en fus lassé. » L'hôte lui dit alors « Allons au château, vous y serez mon hôte honoré. » Ils vont tous deux, côte à côte. Et le garçon dit à son hôte « Sire, ma mère m'a pris de ne faire longue compagnie à un homme sans savoir son nom. Si elle m'a dit vérité, je veux donc connaître le vôtre. »« Beau cher ami, je me nomme Gornement de Goro. » Ils s'en vont ainsi jusqu'au château, main dans la main. En montant l'escalier, ils rencontrent un valet apportant au garçon un manteau court qu'il ne prenne froid, ayant eu chaud à l'exercice. Le seigneur possédait belle et grande demeure et beaucoup de serviteurs. Un bon manger est apporté et bien servi. Leurs mains lavées, tous deux prennent place à table. Le maître fait asseoir près de lui le garçon et tous deux mangent dans la même écuelle. Ce qu'ils mangèrent, je n'en ferai le compte, mais je dirais qu'ils mangèrent et burent autant qu'ils souhaitaient. Quand ils se levèrent de table, très courtoisement, le prud'homme pria le garçon de rester chez lui un mois entier et même une année pleine, pourvu qu'il le souhaite. « Sire, dit le garçon, je ne sais si je suis près ou loin du manoir de ma mère, mais je prie Dieu qu'il me conduise auprès d'elle, si je puis la voir encore, car je l'aperçus pâmée au pied du pont quand je la quittai. Est-elle encore vivante ou morte? Je ne sais, mais je sais bien que si elle tomba ainsi, c'était de douleur de mon départ. Tant que j'aurai cette inquiétude, je ne pourrai faire long séjour où que ce soit. Je m'en irai demain, au point du jour. » Le prud'homme voit que prier davantage serait de nul effet. Déjà les lits sont faits. Sans plus rien dire, ils vont donc se coucher. Le lendemain, de grand matin, l'hôte se lève, fait porter devant lui au lit du garçon chemise et brais de toile fine, choses teintes en rouge de Brésil, cotte de drap de soie tissée en Inde. Il le prie de s'en revêtir, mais le garçon s'en défend bien. « Beau sire, vous pourriez mieux dire. Voyez les habits que me fit ma mère. Ne valent-ils pas mieux que ceux-ci? Et vous voulez que je les change? Par ma tête et par mes 2 yeux, garçon, vous vous trompez. Ceux que j'apporte valent mieux. Non, valent pis. Bel ami, ne m'avez-vous pas dit que vous obéiriez à tous mes commandements? Ainsi ferai, et je n'y manquerai en rien. » Le garçon se vêt donc, mais non des habits donnés par sa mère. Le maître se baisse et lui chausse l'éperon droit. Telle était en effet la coutume, qui faisait un chevalier devait lui chausser l'éperon droit. Des valets s'approchent, portant les pièces de l'armure, se pressant à l'envi pour armer le jeune homme. Mais c'est le maître qui lui ceint l'épée et l'embrasse. Il dit « Avec cette épée que je vous remets, je vous confère l'ordre le plus haut que Dieu ait créé au monde.
C'est l'ordre de chevalerie qui ne souffre aucune bassesse. Beau-frère, souvenez-vous, si vous devez vous battre, que lorsque crie merci vers vous votre adversaire vaincu, vous devez le prendre en miséricorde et non l'oxyre. Ne parlez pas trop volontiers. Qui parle trop prononce des mots qui lui sont tournés à folie. Qui trop parle fait un péché, dit le sage. Je vous prie aussi, s'il vous arrive de trouver en détresse, faute de secours, homme ou femme, orphelin ou dame, secourez-les si vous pouvez. Vous ferez bien. Enfin, voici une autre chose qu'il ne faut pas mettre en oubli. Allez souvent au moutier prier le Créateur de toutes choses qu'il ait merci de votre âme, et qu'en ce siècle terrien, il vous garde comme son chrétien. Et le Gallois répond: de tous les apôtres de Rome, soyez béni, beau sire, qui m'enseignez comme ma mère. Beau-frère, écoutez-moi. Ne dites plus que vous savez toutes ces choses de votre mère. Jamais ne vous en ait blâmé, mais désormais, je vous en prie, il vous en faut vous corriger. Si vous le faisiez encore, on dirait que c'est une folie. Pour cela, gardez-vous-en bien. Beau sire, que dirais-je donc? Que vous enseignât ce vavasseur qui vous chaussa l'éperon. Le garçon le promet. Le Seigneur fait sur lui le signe de la croix, disant encore: puisqu'il te plaît d'aller sans attendre, adieu.